Parce que c'est ça qui nous a manqué depuis l'existence, en tout cas, de nos États. Alors, ceci dit, je vais d'abord expliquer les termes qui constituent le sujet. La femme, vous savez déjà, la femme c'est qui? La femme c'est l'être opposé à l'homme. Mais je dirais que la femme c'est la complémentarité de l'homme. Et l'homme est la complémentarité de la femme. C'est peut-être ça, par ça qu'il faut définir la femme. C'est le sexe opposé au sexe de l'homme. C'est ça la femme. Maintenant, le mot contribution, ça veut dire l'apport, un apport. Votre part dans quelque chose qui nous est commun. Voilà. Nous avons aujourd'hui devant nous une conquête de la souveraineté nationale. Maintenant, qu'est-ce que vous allez apporter comme nouveauté, comme effort dans cette conquête de la souveraineté, dans cette conquête de liberté, dans la consolidation de cette indépendance retrouvée le 26 juillet 2023. Ensuite, refondation de la République. Qu'est-ce que c'est que refondation? Dans refondation, on entend refonder. Refonder, c'est fonder à nouveau. RE-fonder. Donc, c'est fonder à nouveau. C'est ça. Alors, la refondation va être ici entendue comme la prise de décision politique pour prendre la main sur certains secteurs prioritaires, tels que l'économie. Parce que quand on dit refondation du Niger, ça veut dire que les autorités en place aujourd'hui vont mettre le paquet pour avoir la main sur certains secteurs de l'économie, certains secteurs sociaux. Parce que si on parle de refondation, ça veut dire qu'avant la refondation, il y avait un problème. Il y avait d'autres individus, d'autres États qui prenaient la main sur nos ressources, sur certains secteurs de la nation. Je vais vous donner des exemples. Ils sont là en pagaille et demi. Vous avez vu la société des eaux, d'exploitation des eaux du Niger a été nationalisée et elle a pris un nouveau nom. Ça, c'est un exemple de refondation. Ça rentre dans le cadre des actions de la refondation. Et il y en a beaucoup. Le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Kani, conjointement avec son homologue malien, Assimi Goïta, ils ont dénoncé la convention que vous connaissez, la convention de non-double imposition fiscale, le 5 décembre 2023. Ça, c'est un exemple de refondation. Parce qu'on a supposé que par l'économie, eh bien, le Niger est dominé par une puissance coloniale qui dit que si la société elle est française et qu'elle travaille sur le sol nigérien, eh bien, les taxes annuelles qu'elles doivent reverser à l'État nigérien, ça retourne en France. Et sur cette seule convention-là, je vous dis, le Niger perd des centaines, des dizaines de milliards. Au Burkina, on a fait le petit calcul. On perd chaque année sur les conventions 40 à 50 milliards. Et le Niger a des sociétés d'exploitation minière beaucoup plus que le Burkina. Ça voudrait dire que chez nous, ça peut dépasser 50 milliards sur une seule convention. Et le général de brigade a dit, on va dénoncer tout ce qui n'est pas favorable au Niger. Donc ça, c'est un exemple de refondation. Donc dans ça, c'est ça là, c'est ces actions-là qui constituent, si vous voulez, le socle, le pilier de la souveraineté nationale. Si les autorités parviennent à poser des actions comme ça, eh bien, on va atteindre assurément notre souveraineté nationale. Maintenant, vous les femmes, quel est votre rapport dans tout ça, dans tout ce travail-là? C'est de ça qu'on va parler. Bien, la République, le mot République, parce que quand on parle de Niger, moi je vois patrie, je vois République. Eh bien, le mot République, c'est une forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social. C'est pas ça. En fait, c'est pas. Je ne vous dis pas ces définitions-là pour les retenir. Non, non, non. Je voulais vous montrer pratiquement dans quel contexte nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous dire le Niger en tant que patrie.
Le Niger est notre patrie, c'est-à-dire notre terre à nous tous. Qu'est-ce que nous devons faire à notre patrie pour que notre patrie soit sauvée, en tout cas des travers dans lesquels elle était? Il y a quelqu'un qui disait qu'il faut toujours se demander ce que nous apportons à notre patrie plutôt que de se demander ce que notre patrie nous apporte. Ça, c'est citoyen. Ça, c'est patriotique. Il faut avoir cet élan-là, il faut avoir cette culture-là. C'est très important. Nous avons un problème fondamental au Niger. C'est un problème de mentalité. Eh bien, le changement de comportement ou de mentalité passe par l'éducation, la formation, la sensibilisation, l'information, la communication sur les objectifs prioritaires de l'État. Donc ça, c'est votre rôle. Alors, ceci dit, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Voilà, je le prends par là. Donc la première partie... Oui. D'accord. Je vais aller très vite parce qu'on m'interpelle déjà. Je vais vous donner quelques dates pour vous montrer les origines du 8 mars. Les origines du 8 mars sont, si vous voulez, problématiques. Il y en a, les historiens en ont parlé. Il y en a qui pensent que ça a commencé en Russie le 8 mars 1917, où des femmes russes, dans une société, c'était des ouvrières, ils avaient fait grève pour demander du pain et de la paix. Du pain qu'on mange et de la paix. La paix, c'est la cohésion sociale. De la paix parce qu'en ce moment-là, il y avait de la guerre. Et elles avaient fait grève pour demander la paix. Vous voyez? C'est très important de le savoir. Ça veut dire que vous, les femmes, votre rôle dans la société, c'est aussi d'exiger la paix. Maintenant, il faut savoir quelles sont les méthodes que vous allez adopter pour aller vers une paix. C'est très important. Quelle est votre contribution dans ça? D'autres personnes ont pensé que le 8 mars avait été pour la première fois entendu aux États-Unis, le 8 mars 1857, où des couturières avaient fait grève pour réclamer des droits. Il y en a plusieurs origines. Je ne vais pas m'y attarder là-dessus, mais on va parler un peu de la France. Je n'aime pas trop, je n'aime même pas d'ailleurs parler de la France. Donner la France comme un exemple, c'est pas... Je n'aime pas. Mais je vais vous parler de ça de façon pédagogique, tout simplement. Vous voyez, quand je parle de la France, je me mets en boule. Je n'aime pas. En France, c'est en 1944 que les femmes ont obtenu le droit de voter et être élues à des fonctions politiques. Avant, elles n'avaient aucune chance d'accéder à des postes politiques ni être présidentes. Mais on a vu ces derniers temps, il y a des femmes qui se présentent à la présidentielle en France, tout comme les États-Unis d'ailleurs. En 2016, on a vu Hillary Clinton qui s'est présentée à la présidentielle contre Donald Trump. Ces exemples montrent bien le retard des femmes par rapport aux hommes en termes de droits. Parce qu'en ce moment déjà, les hommes avaient droit à tout ça. Le 8 mars est devenu comme un moyen ou un outil, un outil ou un moment de réflexion pour les femmes afin de rattraper ce gap de retard-là. C'est pour ça que vous fêtez le 8 mars chaque année. C'était juste des moments de réflexion. En réalité, la journée devait être remplie de conférences pour que vous soyez renseignés suffisamment sur qu'est-ce que la femme doit faire pour, en tout cas, améliorer ses conditions de vie. Parce que Issifi avait parlé au début des violences faites aux femmes, des femmes qui sont battues par des hommes et qui plaident leurs droits auprès des organisations de défense des droits de l'homme, des droits humains. Mais faites attention, il y a des hommes qui sont aussi battus dans leur maison par leurs femmes. On n'en parle pas. Parce que là, les hommes ont honte d'aller chez les organisations de défense des droits humains pour dire qu'ils sont battus par leurs femmes. Quel est l'homme ici qui pourrait, dans ce cas précis, aller chez un cabinet pour dire que j'ai été battu hier nuit par ma femme?
c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça. En 1977, l'ONU a déclaré officielle la Journée internationale des femmes. Le but de l'ONU, on le sait, l'ONU c'est une organisation qui est née pour faire la paix dans le monde. Et comme la femme demande pour la première fois en Russie à faire de la paix, alors on comprend bien pourquoi l'ONU avait décrété cette journée comme journée internationale de la femme. C'est pour chercher l'égalité entre l'homme et la femme. Donc la conclusion ici, c'est quoi? C'est de faire progresser les droits des femmes et dans la même lancée, faire progresser la paix dans le monde. En 1920, les États-Unis accordaient le droit de vote aux femmes. Et aujourd'hui, le droit de la femme est reconnu comme tel. On parle même de l'égalité entre l'homme et la femme. On parle d'émancipation de la femme. Donc, on suppose aujourd'hui que ça va. Les femmes ont, du point de vue des textes juridiques internationaux et nationaux, le droit à tout ce dont l'homme a droit. Sauf quelques exceptions qu'on peut observer ça et là dans le monde. En Arabie Saoudite aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps qu'on a donné le droit à la femme de conduire un véhicule dans la rue. Et certains droits de la femme ne sont pas encore reconnus en Arabie Saoudite, mais on sait quelles sont les sources. Souvent, c'est des sources islamiques qu'on met en avant. D'autres fois, c'est des traditions, des coutumes qu'il faut mettre en avant. Voilà. En tout état de cause, on sait que ça va aujourd'hui. Personne ne peut être giflé par son copain ici et se retrouver dans sa maison en train de dormir tranquille. Tu vas aller au commissariat, c'est clair. Voilà, donc c'est ça. Donc l'évolution des droits des femmes en France, nous l'avons vu. Voilà, je vais complètement passer puisque j'ai parlé suffisamment de ça. Voilà. Donc ma conclusion sur cette partie-là, c'est qu'on voit bien que l'histoire de la France a été marquée, vous l'avez vu, par la lutte des femmes pour l'acquisition de leurs droits, comme ce fut en Russie, aux États-Unis, et même bien sûr au Niger qui est notre patrie. On a vu comment est-ce que le processus de l'émancipation en a assisté et les bouleversements sociaux qui avaient accompagné la réclamation de ces droits, parce qu'on avait trouvé à un moment donné certaines personnes qui étaient derrière les femmes pour les pousser à demander quelque chose de non conforme, en tout cas à la religion musulmane. Donc ce qui a provoqué des remous sociaux. Voilà un peu, si vous voulez, la première partie. Maintenant, la deuxième partie qui me semble être plus fondamentale, c'est la contribution de la femme, si vous voulez, à la refondation de la République. J'ai 2 points. Le premier point, c'est l'apport des femmes dans la lutte patriotique. Je vais en même temps vous parler de l'élan patriotique et de la culture citoyenne dans l'accueil des nouveaux bacheliers. S'il vous plaît. Les nouveaux, ne soyez pas complexés. Décomplexez-vous quand vous êtes en face de ici, du secrétaire général, je veux dire de l'ancien, du plus ancien que vous. Ils étaient là 1 an, 2 ans avant vous, mais quand vous êtes en face d'eux, décomplexez-vous. Ne montrez pas que vous connaissez mieux que eux. C'est ça aussi, se décomplexer. Soyez naturel. Dans toute chose, je le dis aux mercaticiens et à ceux qui font la communication, et à ceux qui font communication des entreprises, que l'individu, si vous voulez être très à l'aise devant votre interlocuteur, comportez-vous naturellement. Soyez naturel, comme vous êtes naturellement. Ne montrez pas, ne vous mettez pas en haut de la personne, ne vous mettez pas en bas de la personne. Soyez à l'aise avec la personne. Comme si c'est une sœur, comme si c'est un frère, comme si c'est un grand frère, une petite sœur, un petit frère, etc. Je crois que vous serez à l'aise comme ça. Décomplexez-vous. Et aux anciens, respectez les nouveaux. Protégez-les. C'est vos petites sœurs, c'est vos petits frères. Parce que vous êtes anciens ici. Je crois que c'est largement suffisant quand on comprend ça, de dire que l'accueil du nouveau doit s'inscrire dans un élan patriotique et une culture citoyenne. Quand je suis un patriote, être patriote, c'est respecter l'autre. Parce que le patriotisme repose dans 3 éléments d'information.
dans 3 concepts. Le civisme, la civilité et la solidarité. Si vous appliquez le civisme, vous êtes tranquille. Le nouveau respecte l'ancien et l'ancien respecte le nouveau. Parce que le civisme, c'est d'abord le respect à la loi et aux règles que l'État met en place pour protéger nos droits. Quand chacun respecte ça, vous savez bien qu'un philosophe dit « là où s'arrête mon droit, c'est là où commence celui de l'autre ». Ça, c'est pour dire que vous allez vous respecter par le respect de la règle de droit. C'est fini. Ça, c'est le civisme. Quand vous faites ça, vous êtes un citoyen. Vous êtes un patriote. Et d'ailleurs, un bon citoyen. Un modèle de citoyen. Être citoyen, c'est respecter l'autre. Être patriote, c'est respecter l'autre. Avoir un comportement civique, c'est respecter l'autre. Quand vous respectez l'autre, l'autre vous respecte. Et ainsi, on aura une société qui tend vers la perfection. Pas une société parfaite. On n'aura jamais de société parfaite. Parce que nous sommes des êtres incomplets. On va tendre vers la perfection. C'est-à-dire qu'on aura une paix paisible, une paix durable, tout simplement. La civilité, l'autre pilier sur lequel repose le patriotisme, c'est le respect des infrastructures que l'État met à notre disposition. Nous sommes dans un amphithéâtre ici. Cet amphithéâtre, c'est l'université qui l'a construit pour le bénéfice des étudiants ou bien des utilisateurs. Nous devons protéger toutes ces infrastructures-là. Nous devons protéger les rues bitumées qu'on met à notre disposition. Donc, on doit aussi respecter ou, si vous voulez, protéger les biens meubles et immeubles que l'État met à notre disposition. Il n'y a pas à prendre les meubles que l'État vous donne pour servir l'État, pour servir les autres. Quand vous êtes affecté de là-bas à un autre endroit, vous partez avec les meubles. Non, ça, ce n'est pas citoyen. Ce n'est pas citoyen. Vous êtes dangereux pour le public. Vous êtes dangereux pour l'État. Ça, c'est la civilité. Maintenant, la solidarité. La solidarité, être solidaire, c'est être l'ami de l'autre. C'est être l'assistant de l'autre. Nous allons nous assister. C'est ça, la solidarité. Et la solidarité, c'est un projet commun. Aujourd'hui, le Niger est rentré dans une ère de révolution. Et cette ère de révolution repose sur des piliers, dont la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale est un projet de société. C'est-à-dire que tous les Nigériens doivent être comme un seul homme et conquérir cette souveraineté nationale. Parce que c'est par là seul que nous devenons libres et positifs pour notre nation, pour notre République. Donc, vous voyez bien que la solidarité, c'est tout simplement un projet d'unité, un projet qui nous met ensemble pour que nous puissions atteindre les objectifs que l'État s'est fixés. C'est ça, la solidarité. Et l'élan patriotique ou la culture citoyenne repose sur ces 3 piliers-là. Le civisme, la civilité et la solidarité. Je suppose que j'ai traité le 3e point. Maintenant, je reviens aux 2 premiers points. L'apport de la femme dans la lutte patriotique. Vous avez un grand rôle à jouer dans la conquête de la souveraineté nationale. Je veux que vous sachiez que vous êtes nos sœurs, vous êtes nos mères, vous êtes nos grands-mères, vous êtes nos filles, vous êtes devant nous, vous êtes derrière nous, vous êtes à côté et à gauche par rapport à nous. Donc l'homme est encadré par la femme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sans la femme, l'homme n'a pas de sens. On est dans une journée internationale de la femme. On parle de la femme aujourd'hui. Nous taisons les droits des hommes. Les hommes ont suffisamment de droits. Nous parlons du droit de la femme. Parce que la femme a été longtemps meurtrie. Et nous défendons son droit. Il faut qu'elle soit respectée comme emblématique, comme être emblématique dans la société. Et c'est pour ça que leur rôle est fondamental dans la quête de la souveraineté nationale.
C'est très important. On ne voudrait pas voir aucune femme derrière dans la lutte. Au contraire, les femmes doivent être devant dans la lutte pour la conquête de la souveraineté nationale. C'est très important. Alors, pour ça, nous avons une démarche. Et notre démarche, c'est quoi? C'est une démarche de décolonisation. Les femmes, vous m'écoutez? Vous m'écoutez là-bas? Oui. Nous sommes dans une démarche de décolonisation conceptuelle et intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes embrigadés psychologiquement. Nous pensons comme un Français. Nous agissons comme un Français. Quand bien même nous sommes à table, on veut manger comme un Français. Tout ça, c'est parce que dans notre tête, notre tête a été formatée. Au lieu d'avoir une tête nigérienne, on a une tête française, une tête blanche. Nous n'aimons pas ça. Il faut qu'on élève tout ça. Donc nous allons procéder à une décolonisation intellectuelle et conceptuelle. Et donc ça va nous amener à la déconstruction de toutes les idéologies occidentales. Le comportement occidental que nous avons, il faut que nous sortions de ça. Vous savez que depuis le 26 juillet 2023, j'ai cessé de porter une veste. Tous ceux qui suivent un peu, en tout cas, mes activités sur les réseaux sociaux à la télé, ne m'ont jamais vu dans une veste. Je ne sais pas si des fonctions sont devant qui m'obligeront à porter ça, mais pour le moment, de mon gré, je ne porte pas de veste. Peut-être ça peut arriver avec les fonctions que je pourrais occuper à l'avenir, que je sois obligé de porter une veste. Mais je suis dans un processus de décolonisation conceptuelle et intellectuelle. C'est important. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à tout ce processus-là? On y arrive par l'éducation, par la formation, par la sensibilisation, par l'information et par la communication. On communique quoi? Il faut communiquer les projets du CNSP et de son gouvernement au public. Et je prends le risque de vous donner trois projets. Il y a la conquête de la souveraineté nationale. Il y a aussi la mise en avant de l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons ce problème-là depuis des dizaines d'années. Je dis depuis des dizaines d'années, sinon des centaines d'années. Un problème de mise en avant de l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, on nomme la sœur de sa troisième épouse à un poste qu'on appelle juteux, entre guillemets. Même si celui-ci ne le mérite pas. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on est en train de ne pas considérer l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, nous, on veut que le Nigérien change de mentalité pour considérer l'intérêt supérieur de la nation comme étant fondamental dans la souveraineté nationale. Nous ne pouvons pas avancer si tel est que nous donnons les marchés publics à nos parents ou à nos connaissances. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc vous avez le rôle de communiquer au grand public, tout ça. Allez dans les villages, communiquez avec les villageois. Allez dans les zones rurales pour communiquer au grand public. Parce que c'est vous les étudiants et les étudiantes. C'est votre rôle. Et les femmes sont mieux placées pour faire ce travail-là. Parce que les femmes sont plus écoutées et ont la posture de parler plus que les hommes. C'est ça. Vous êtes nos mères. Il faut éduquer. Parce que l'éducation, elle est d'abord familiale. Si je n'ai pas pu changer la mentalité de mes enfants, je ne sais pas comment je peux changer la mentalité d'un étudiant ou d'une personne tierce. Il faut changer la mentalité des enfants. Ça, c'est votre rôle. Et le travail que nous avons aujourd'hui est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail pour demain, non. On est dans un processus de transformation du comportement du Nigérien. Et ça va prendre des années. Il ne faut pas penser que c'est par un coup de baguette magique, on va changer la mentalité des gens. Non. On va faire ce qu'on peut faire, on va laisser le travail aux autres, ils vont continuer le travail. Parce que des gens sont morts pour ça, pour nous. Et nous aussi, nous devons mourir pour les autres, les générations à venir, dans ce processus-là. Avant-hier, je disais à des gens que s'ils entendent une fois ma mort, tout ce que je veux d'eux, c'est après leur prière de me faire des prières, tout simplement.
Parce que quand on s'engage dans une lutte comme celle-ci, c'est lié à des risques. Et moi, j'ai décidé de prendre ce risque-là. Parce que des gens ont pris le risque pour nous. Alors, les moyens que vous allez utiliser pour faire ce travail-là, de sensibilisation, d'éducation, d'information, de communication, c'est de créer des associations ou des mouvements, ou être dans des ONG pour aller vers le public et faire ce travail-là. C'est très important. Eh bien, et autre cadre plus organisé, vous avez des FADA dans lesquels il faut parler de sujets. Plutôt que de venir critiquer quelqu'un, mettez un sujet en place. Mettez un sujet. Parlez de ce sujet-là. Un sujet qui concerne la nation. C'est très important. Nous ne devons pas perdre du temps. Nous avons beaucoup de boulot devant nous. Ça, c'est le rôle des femmes dans la conquête de la souveraineté nationale. Ensuite, il y a un apport que les femmes doivent apporter dans la lutte pour notre indépendance. Il y a votre rôle à jouer dans le cadre de l'élimination ou de la destruction du terrorisme aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui contrarie les efforts que l'État et les populations sont en train de faire dans l'éradication du terrorisme. Je vais vous définir d'abord le terrorisme pour que vous compreniez un peu l'ampleur du terrorisme. Parce que j'ai l'impression que quand on dit aux gens le terrorisme, ils limitent seulement le terme terrorisme à quelqu'un qui prend une arme et qui vient et il tue des centaines d'autres. Ce n'est pas ça seulement le terrorisme. Le terrorisme a plusieurs aspects. Je vais vous en parler et la définition va vous en dire beaucoup plus. Le terrorisme, c'est l'usage de la terreur comme moyen ou outil de domination psychologique. Quand je parlais de la décolonisation conceptuelle et intellectuelle, mais c'était du terrorisme. C'était de la terreur de nous embrigader psychologiquement. J'y reviendrai à la fin de mon exposé sur la guerre informationnelle. Et vous allez voir qu'on est en train de nous faire du terrorisme en matière de guerre informationnelle, puisqu'ils n'ont pas réussi à nous faire la guerre frontale qu'ils avaient décidé de par le Bénin. Vous savez, le 2 septembre, la CEDEAO avait engagé une guerre frontale contre le Niger pour vouloir... Il me reste 10 minutes, on me dit. Alors, c'est aussi votre collaboration avec les FDS, c'est très important. Je n'oublie jamais ça. Vous devez collaborer avec les FDS. Les femmes sont, pour moi, les êtres les plus tranquilles de la société. Elles sont les plus observatrices. Parce que nous, là, nous, on a toujours la tête en haut. Mais les femmes ont la tête calme pour voir ce qui se passe. Alors, si vous avez des manifestations suspectes, s'il vous plaît, dénoncez. Votre dénonciation consiste à aller vers l'autorité, la police, la gendarmerie, le gouvernorat, en tout cas, des êtres étrangers. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les terroristes, on nous les envoie sous plusieurs formes. C'est même des ciragistes, hein, des cireurs, je vais dire. C'est des cireurs, souvent c'est des cireurs, ils font semblant de faire le cirage quand ils viennent en ville. Ou bien ils ont une petite tasse pour faire le talibé. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont atteint fin décembre 2023 plus de 100 milliards. Plus de 100 milliards. Et les 100 milliards, 70% des 100 milliards ont été collectés sur le téléphone. Les Maliens ne sont pas plus patriotes que nous. Ils sont patriotes au Mali, nous sommes patriotes au Niger. Donc pourquoi est-ce que nous allons laisser à ce que les autres nous dépassent alors qu'on est dans la même zone économique et monétaire? Parce qu'on y sera dans la zone monétaire, Inch'Allah, avec la création de la monnaie. Au Burkina, fin décembre 2023, ils étaient à 75 milliards. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que le 7 décembre 2023, le Burkina était à 70 milliards, le 7 décembre 2023. Mais entre le 7 décembre 2023 et le 31 décembre 2023, ça fait 24 jours, le Burkina a collecté 5 milliards pendant 24 jours. Et nous, pendant 100 jours, on a collecté 6,5 milliards. Ça veut dire qu'ils sont plus patriotes que nous, plus actifs vers leur fonds que nous. Alors les femmes, c'est votre rôle d'éduquer la population pour accepter
de contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je vous rappelle que le fonds là, l'ordonnance du CNSP qui a mis en place le fonds là, dit que le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est un outil de souveraineté économique, est un outil de souveraineté alimentaire, est un outil de souveraineté sécuritaire. C'est aussi un outil d'unité et de solidarité. Et pourquoi est-ce que si nous avons un élan patriotique et une culture citoyenne, nous voyons que quand on nous débite de 10 francs, dans 200 francs, même si c'est 1000 francs que vous mettez au même moment, c'est 10 francs. Pourquoi est-ce que nous allons voir que c'est beaucoup? Maintenant, c'est vous, c'est à votre rôle d'éduquer la société dans ce sens-là, pour un élan patriotique. C'est très important. Alors, je vais vous parler du rôle de la femme dans la cohésion sociale. Vous êtes beaucoup plus. Vous avez une posture plus posée à apporter pour la cohésion sociale que les hommes. Parce que c'est la femme qui éduque à la maison. C'est la femme qui éduque dans la rue. Quand on a une seule femme qui n'est pas bonne, eh bien, elle est capable d'envenimer des centaines, des milliers de personnes. Mais si nous avons une femme modèle, eh bien, nous avons la chance de réussir, si vous voulez, toute une société. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Sinon, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Vous devez être des modèles, parce que vous avez une posture qui est d'éducatrice. La femme, elle n'est pas petite, même si elle est d'un âge plus bas, elle est capable de moduler. Parce que dans la famille, quand vous regardez les enfants, quand vous avez une fille aînée, quand elle est bien, tous les enfants seront bien. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, ce n'est pas évident, mais moi j'ai fait ce constat parce que j'ai déjà des enfants. J'ai déjà des enfants. Je sais ce que je dis. Ma deuxième, elle est une fille. Et je vous assure, mon petit qui est là 1 an, quand tu lui dis laisse ça, il laisse. Parce que la fille, elle a obéi. Et vous aurez comme ça une famille réussie. Et l'ensemble des familles réussies va donner un Niger réussi. Donc c'est très important. Votre rôle il est fondamental dans la cohésion sociale. Puis je vous parle des réseaux sociaux. Parce que vous êtes les plus actives sur les réseaux sociaux, les femmes. Les femmes sont les plus actives sur les réseaux sociaux. Mais permettez-moi de dire que les femmes sont en tout cas des vecteurs de déstabilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est des femmes. Et des femmes qui ne nous apportent pas de la connaissance. Des femmes qui nous apportent autre chose. Je voulais juste en venir au fait que si vous avez des groupes, des forums de famille, des forums entre vous, eh bien, ces forums doivent être, n'est-ce pas, des moyens pour vous, si vous voulez, de conscientiser la population, d'informer la population, de communiquer avec la population et de sensibiliser la population. C'est votre rôle, c'est important. Donc les réseaux sociaux, vous devez les utiliser comme ça. Mais faites attention, là je m'adresse à tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un vecteur déstabilisateur, un outil de la guerre informationnelle que nous imposent les Occidentaux. Aujourd'hui, c'est facile de voir par les médias